Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un livre vraiment à part, Hommage à la Catalogne de George Orwell. C'est son témoignage personnel, brut, de ce qu'il a vécu pendant la guerre civile espagnole. Dès le début, on est frappé par cette phrase. Ça résume tout en fait. Orwell, il n'est pas juste parti en Espagne pour la politique. Non, il y a quelque chose de plus profond. En croisant le regard d'un milicien italien sans même pouvoir se parler, il ressent cette connexion humaine. C'est cet idéal de fraternité qui l'a vraiment poussé à y aller. Alors on commence par le commencement, son arrivée à Barcelone. Et là c'est le choc. Il découvre une ville complètement transformée, en pleine ébullition révolutionnaire. Imaginez un peu, on est en décembre 1936. Orwell débarque et Barcelone n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. C'est comme si toutes les règles sociales avaient explosé. Plus de pourboire, fini. On chante la révolution dans les rues. Il y a cette ambiance incroyable, cette fois presque naïve, qu'un monde meilleur est en train de naître. Mais bien sûr, l'idéalisme c'est une chose, la réalité c'en est une autre, et le choc est brutal. D'un côté, on a des affiches magnifiques qui disent que les coiffeurs ne sont plus des esclaves. C'est beau, non? Et de l'autre, les casernes, une horreur. Orwell parle de saleté et de chaos, le gaspillage de nourriture est monstrueux, et l'entraînement militaire, c'est tellement ridicule qu'il dit que c'est une comédie. Bon, après Barcelone, direction le front d'Aragon. Orwell s'attend au combat, au vrai. Mais ce qu'il va trouver, c'est autre chose, quelque chose de vraiment bizarre. Ce chiffre, 700 mètres, ça dit tout. C'est la distance moyenne entre sa tranchée et celle des fascistes. 700 mètres, on veut à peine les voir. Du coup, ce n'est pas vraiment une guerre de mouvement. C'est une guerre d'attente. Une attente interminable et ennuyeuse. Son commandant, George Kopp, a eu cette phrase absolument géniale pour décrire la situation. C'est ça, un opéra comique. Parce que rien ne bouge, l'équipement est pourri, on parle de fusils de 1896, et au final, il ne se passe presque rien. Mais attention, pendant que sur le front on s'ennuie, à l'arrière, une autre guerre se prépare. Une guerre bien plus sournoise, et peut-être même plus dangereuse. C'est la guerre politique entre les groupes de gauche eux-mêmes. Alors, la grande question c'est, mais qui se battait contre qui au juste dans le camp républicain? Parce que franchement, ce n'est pas si simple. Et c'est là que tout devient très très compliqué. Ok, pour y voir clair, on peut dire qu'il y a trois grands courants. On a le POME, c'est la milice d'Orwell. Eux, ils disent, on fait la guerre et la révolution tout de suite. Puis il y a les anarchistes, la CNTFAI. Pour eux, c'est le pouvoir aux ouvriers, point. Et enfin, le PSUC, les communistes pro-soviétiques. Leur discours, c'est tout l'inverse. D'abord, on gagne la guerre, on verra pour la révolution après. Et là, on voit bien que ça ne peut pas coller. Ces trois visions sont totalement incompatibles. Et ce qui devait arriver, arriva. Toutes ces tensions, ça a fini par exploser. Littéralement. On entre dans ce qu'on appelle la guerre dans la guerre, les terribles journées de mai à Barcelone. Alors comment ça a commencé? Le 3 mai, tout bascule. Les forces du gouvernement attaquent le central téléphonique, qui est tenu par les anarchistes. C'est l'étincelle. Le lendemain, boum, grève générale. Des barricades partout dans la ville. Pendant plusieurs jours, c'est le chaos, des combats de rue d'une violence inouïe, entre républicains. Finalement, le gouvernement envoie des milliers de soldats pour mettre fin à tout ça. Et Orwell, pendant ce temps, il est coincé sur un toit, spectateur de tout ça. Et sa réaction, elle est terrible. Il dit ça. Ce n'est pas de la colère, c'est de la stupéfaction face à tant de folie. Il voit son propre camp se détruire. L'absurdité à l'état pur. Et après les combats, c'est le début de la fin pour Orwell. La fête est finie. Une véritable purge politique commence. Et le milicien devient un fugitif. Pour justifier cette purge, les communistes vont utiliser une arme terrible, un mot, le mot trotskiste. À ce moment-là, en 1937, ce n'est plus une simple étiquette politique, non, c'est une insulte mortelle. Si on est traité de trotskiste, ça veut dire qu'on est un traître, un espion fasciste, point. Peu importe la vérité. Regardez ce retournement de situation. C'est hallucinant. En décembre 1936, Orwell est un héros, un volontaire qui se bat pour la démocratie. 6 mois plus tard, en juin 1937, c'est un espion trotskiste. Il est traqué par la police de son propre camp. En 6 mois à peine, tout a basculé. Alors après tout ça, après toute cette horreur, qu'est-ce qu'Orwell en tire? Quelle est sa conclusion? Eh bien, elle est complètement inattendue. Et incroyablement humaine. Franchement, mettons-nous à sa place un instant. Il a pris une balle dans la gorge. Il a dû fuir l'Espagne comme un criminel. Il a vu la révolution qu'il était venu défendre être trahie de l'intérieur. Normalement, après ça, on devient cynique pour le reste de sa vie, non? Eh bien, pas lui. Au contraire. Il écrit ça, c'est fou, non? En gros, il dit « Malgré l'horreur de la grande politique, des mensonges, de la trahison, ce que j'ai vu chez les gens,
au jour le jour, dans les tranchées, cette solidarité, cette bonté, ça m'a renforcé. Ma foi en l'être humain est plus grande qu'avant. Et ça nous laisse avec une question qui est toujours aussi pertinente. Dans notre monde à nous, plein de conflits, de camps, d'étiquettes qu'on se colle les uns sur les autres, comment on fait pour voir derrière tout ça l'être humain? C'est peut-être ça la vraie leçon du voyage d'Orwell.